Alors, comment l'idée est venue? En fait, l'idée est venue... Bon, les designers l'expliqueraient mieux que moi. Moi, je viens du monde des sciences humaines, donc je ne suis pas designer, je ne revendique pas surtout de les copier. Mais l'idée est venue de ce qu'on n'a pas de moyens à l'Institut français du design. Et rien n'est pire que les gens qui vous disent « tu ne le fais pas parce que tu n'as pas de moyens ». Alors ça me fait lever. Comme si les moyens étaient vraiment la raison d'être d'une entreprise. Et je me suis dit, on arrive au mois de juillet, on est en 2021, l'Institut français du design a 70 ans. Si moi je ne le dis pas, bon, les gens, voilà, il y a plein de choses qu'on ne saura pas. Alors j'ai eu l'idée pour rendre hommage à ce que les pionniers ont créé, parce que j'ai beaucoup d'idées. Oui, je vous montrerai la fresque, vous la verrez, elle est accessible en format digital. J'ai eu l'idée de rendre hommage non seulement aux pionniers qui étaient visionnaires, mais à l'esprit qui les animait. Et l'esprit qui les animait, c'était pas de faire la promotion de ce qu'ils faisaient, c'était d'avoir une réflexion sur la société, d'où mémoire et vision. Alors, on a la chance d'avoir effectivement cette tête de Janus, qui est une seule tête, mais bifront, donc qui a la connaissance du passé et de l'avenir. Et je me suis dit que la meilleure façon de rendre service aux pionniers, c'était de montrer qu'ils vivaient dans leur époque. Celle dont Camus dit qu'on est embarqué dans son époque, on ne peut pas faire autrement que de la vivre. Et ce qui est intéressant dans ce travail de mémoire, c'est de rappeler que, eh bien, à l'Institut français du design, on avait des liens avec des artistes, avec des ingénieurs, avec les écoles, avec un Jean Prouvé et la Maison des Jours Meilleurs, avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément passées dans les mains, j'allais dire, du jury des Janus, mais qui surtout montraient le lien que le design et l'énergie créative peut avoir avec la société. Alors, j'ai pris un parti assez basique, qui était de dire 7 décennies. Et puis quand je suis arrivée à la 7e, je me suis dit, mais c'est pas ça qui compte, c'est la 8e. Quelle est la 8e décennie? Dans quelle société on a envie de vivre? C'est la question que se posent les designers. D'ailleurs, Rami Fichtler, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, Stéphane Gauthier, que j'ai aperçu, vous êtes designer. Je crois que si j'étais un de vos clients potentiels, je ne vous demanderais pas vos références. Je ne te dirai pas qu'est-ce que tu as déjà fait, quelle est ta formation. Toi aussi, tu es designer. Je ne te demanderai rien de tout ça. Je te dirai une seule question. Dans quelle société tu as envie de vivre? Quelle est la vision que tu as de la société? Le marché, je m'en fiche. Si tu es bon, on sera les meilleurs sur le marché. Mais dans quelle société tu as envie de vivre? Ça, c'est toi. Qu'est-ce que tu as dans tes tripes? Je pense que c'est le vrai critère de sélection aujourd'hui. Et le bon design, c'est celui qui va nous renseigner, ou enseigner, on est dans un lieu de savoir, sur la société dans laquelle on a envie de vivre. Et dans cette société, c'est du commun. On le voit aujourd'hui, quand il n'y a pas de commun, tout explose. Donc c'est quoi ce commun? Qu'est-ce que tu fais avec les gens les plus pauvres, les gens les plus isolés, les non-clients? Parce que c'est très bien, le design t'a appris l'usage. Tu dois rendre service, confort, etc. Économiser. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour le label Janus que Marc a évoqué tout à l'heure, qui est donc l'activité fondatrice de l'Institut français du design, il y a, à l'origine, je fais couvrir des parenthèses. Je suis désolée, vous savez, nous les femmes, on parle trop, donc voilà, je suis désolée, je ne veux pas changer de sexe au milieu, donc je parlerai trop. Voilà, donc j'ouvre une autre parenthèse. Viennot avait rédigé 13 lois. Et dans les 13 lois qu'il a rédigées, la première est l'économie, des ressources et des moyens. Moi, je suis restée fidèle à ces 13 lois d'origine que j'ai rebaptisées pour faire plaisir au marketing. Il fallait trouver quelque chose d'un peu, entre guillemets, formule, mais vous verrez que la formule, elle va très bien. Les 5 E. Tu es donc passé sous ce crible-là. Économie, ergonomie, esthétique, éthique, émotion. Ne me demandez pas où est l'environnement, il est forcément dans l'éthique. Et je ne veux pas qu'on le mette à part. Ça fonctionne pour tout. Vous faites vos courses demain. Moi, ma grand-mère, elle faisait ses courses. Elle faisait attention à l'économie. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ce qu'on m'a raconté, ça sera effectivement facile à utiliser? Est-ce que l'esthétique me convient? Est-ce que éthiquement, c'est mes valeurs, mes normes, et l'intelligence émotionnelle, etc. Donc voilà, les 5 E font partie des choix du jury. J'ai quand même perdu le fil de ce que je voulais vous dire et je suis un petit peu désolée. Donc je vais revenir quand même sur le travail de l'Institut français du design. Ce qui est important, c'est de prouver. C'est-à-dire de montrer que ce n'est pas le tout d'avoir des valeurs, ce n'est pas le tout d'avoir une vision de la société, il faut montrer. Et c'est ça la force du design, c'est qu'en passant par le ressenti, par l'émotionnel, il nous donne une réponse. Et dans cette réponse, il y a eu un certain nombre de réalisations. Alors, c'est toute la diversité du design. Vous verrez d'ailleurs dans la fresque, on les évoque bien sûr, c'est la FNAC.
un lieu quand même magique pour pouvoir accueillir les clients et vendre la technologie. Mais c'est aussi le Petit Bleuet de Camping Gaz qui a fait le tour du monde et qui est un produit modeste, populaire. C'est aussi la Police Univers de Frutiger qui montre que dès le départ, les jurys avaient compris que le design, c'est pas simplement donner une forme à un objet, c'est aussi permettre d'avoir une interface qui va rendre la vie plus intelligente, plus facile, plus accessible. Voilà, donc globalement, vous verrez dans cette fresque un travail qui, je crois que, non, c'est pas là que je la montrerai, ouais, un travail qui est en fait à la fois le lien avec la société dans laquelle on vit. Donc je n'ai pas évacué j'ai mis dans les années 70, le plastique c'est fantastique, évidemment, entre guillemets. Parce que le plastique a aussi apporté beaucoup de choses dans le domaine du médical. On ne peut pas rejeter le plastique comme... D'ailleurs, malheureusement, on le rejetait sans savoir sans doute ce que l'on faisait. Mais il y a eu énormément d'avancées technologiques grâce au plastique. Aujourd'hui, les designers savent très bien quoi faire avec le plastique, Dieu merci. Leurs clients, ça, je ne sais pas s'ils leur confient toute la recyclabilité, mais on sait qu'aujourd'hui, on est capable de transformer le plastique. Alors, j'ai mis un certain nombre d'exemples, et puis surtout, j'ai eu la chance, une fois que j'avais fait ce travail un peu toute seule, parce que j'ai une mémoire un peu d'autiste, hein, je ne peux même pas avoir un compliment là-dessus. Voilà, j'appuie sur un bouton, ça sort. Les numéros de téléphone, les adresses, les dates et tout. Je n'avais rien écrit quand j'ai commencé la fresque, et toutes les 400 occurrences sont arrivées toutes seules. Mais je trouvais que ce n'était pas très bien écrit, ce n'était pas toujours forcément professionnel, et j'ai eu la chance de me retourner vers une historienne, Catherine Malaval, qui prendra la parole tout à l'heure et qui m'a très gentiment apporté son très très haut niveau d'expertise. Et j'aimerais qu'ensemble, on continue avec cette fresque et avec ce travail de mémoire, qu'on appelle aussi conservatoire du design, qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse travailler dans les entreprises avec des storytelling qui soient propres à ce que font les ingénieurs, à ce que font les inventeurs et les designers. Donc voilà, c'est un travail très work in progress. Et puis juste pour passer la parole maintenant à Marc, je me suis donc, ou à Catherine, voilà, je ne suis pas maître des dieux, je ne sais pas comment on fait. Bon. Donc je me suis arrêtée à la 8e décennie. Et cette année, il y a une deuxième version de la fresque, parce que grâce au succès la première année à l'Hôtel de l'Industrie, on a été invité par Nicolas Dufourcq à la BPI. Formidable, on a vu 50 000 entrepreneurs. Et la BPI a trouvé ça tellement bien qu'elle nous réinvité une deuxième fois. Mais là, je travaille avec une jeune fille qui est un peu modeste, qui est au dernier rang tout là-haut, juste en face de moi, qui a fait aussi une école de design, qui s'appelle Iris. Et Iris m'a dit, on ne va pas remettre exactement la même chose. On va faire, dans la 8e décennie, France 2030, c'est-à-dire les 10 enjeux qui ont été choisis par le chef de l'État, qui sont portés par M. Bonnel, et qui permettent d'aller dans des directions comme la biodiversité marine, le nucléaire, enfin bref, vous verrez les 10 enjeux qu'on a illustrés, et on a réexposé, grâce à Iris qui a bien voulu refaire cette dernière partie de la fresque, nous avons réexposé cette fresque que j'aimerais bien aujourd'hui voilà, proposer dans les entreprises, soit orientées par votre filière professionnelle, soit, pourquoi pas, puisqu'il y a ici des personnes des écoles, faire une fresque qui soit plus adaptée pour parler aux étudiants. Je pense d'ailleurs que la mission du design, qui est une mission politique, doit être une mission qui inclut l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi bien des enfants. Quand Marc était là, il y avait un petit garçon de 8 ans. Maëlle, madame, est-ce que je peux réfléchir avant de vous répondre ? Cette phrase-là, quand vous l'avez entendue plusieurs fois. Voilà. Et donc, ça parlait aussi bien à un enfant de 8 ans. Et à propos d'éducation, Catherine était là pour en témoigner, qu'à un grand designer qui s'appelle Pierre Dinan, qui a 94 ans, et qui était bien avant Philippe Starck, le designer en France le plus connu, puisqu'il a travaillé pour toutes les grandes marques de parfums, donc forcément des marques de luxe. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous dire d'autres choses tout à l'heure ou d'interroger des personnes, mais je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venus écouter nos amis qui vont me parler. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci Marc Gigé, merci à l'Institut français du design et merci à sa présidente, donc Anne-Marie Sargueil, que j'ai effectivement accompagnée en 2020 sur le conseil scientifique et puis la conception de cette fresque mémoire et design qui était évoquée à l'instant et qui là a été présentée à BPI France. Donc je suis docteur en histoire, comme vous l'avez entendu, historienne des entreprises et je dirige la société Neotopics. En 20 minutes, on va faire un parcours un peu en accéléré dans l'histoire du design. Donc, je vais vous parler d'histoire et donc ce qui fait
en gros 3 minutes par décennie, donc ça va aller assez vite, accrochez-vous. On commence par une date et par un mot. Un mot, c'est l'esthétique industrielle. Et une date, c'est 1951, quand en fait Jacques Viennot crée l'Institut d'esthétique industrielle, qui est l'ancêtre de l'Institut français du design. Et Jacques Viennot, c'est à l'époque entouré d'architectes, de stylistes, de philosophes, d'industriels. Et il a créé 2 ans plus tôt l'agence Teknes, qui est le premier bureau de design en France, qu'a rejoint en 1953 Roger Talon. Comme vous le voyez sur ici l'Institut Teknes, en fait, son slogan, c'est « On achète avec les yeux ». Donc, qu'est-ce que l'esthétique industrielle pour son auteur? En fait, l'esthétique industrielle, pour certains à l'époque, en fait, c'est un peu un oxymore. L'esthétique industrielle, c'est la science du beau dans le domaine de la production industrielle. Et science du beau, cette expression est vraiment essentielle pour faire admettre à l'époque l'idée d'une esthétique industrielle. Comme l'évoquait à l'instant Anne-Marie Sargueil, en fait, il pose 13 lois de l'esthétique industrielle qui sont écrites ici à l'écran, et il s'inscrit en fait dans une réflexion qui a pris forme avant-guerre, depuis quelques décennies, sur la qualité esthétique des objets réalisés de façon industrielle. Finalement, la question qui leur est posée à l'époque, c'est comment arriver à exprimer la beauté des choses hors des arts décoratifs, hors des modes de production artisanaux, et hors finalement de tous ces objets qui à l'époque sont destinés à une clientèle relativement aisée. Et ces 13 lois sont encore d'usage aujourd'hui. On est donc dans les années 50. On vient de parler de cette confrontation entre les arts décoratifs et l'esthétique industrielle. Et en fait, il y a une autre confrontation à l'époque qui est entre les architectes qui voudraient reconstruire la France à l'identique et les architectes qui voudraient faire différemment. Comme vous vous en souvenez, la France est en pleine reconstruction. Et faire différemment, eh bien, c'est le parti pris de Le Corbusier qui propose la cité radieuse à Marseille. À l'époque, on est les questions en fait de production. Pour faire simple, les questions de production de masse sont au premier plan, ainsi que les questions de préfabrication, et celle aussi de l'habitat minimum. Et l'habitat minimum, ça devient un sujet politique vraiment en 1954, quand l'abbé Pierre lance son appel, un appel auquel Jean Prouvé va répondre avec la maison des jours meilleurs. Ce sont, du point de vue des matériaux, c'est la pré-époque, en fait, du béton, du lamellé-collé qu'on va retrouver, qui sont des innovations un peu plus anciennes, mais qui trouvent vraiment leur utilisation à cette époque. On est donc toujours dans cette époque en plein baby-boom. C'est le boom aussi des arts ménagers, de la cuisine électrique que vous voyez ici dans Paris Match. La cocotte minute Seb va révolutionner en 1955 avec Savinel et Rosé la cuisine. Et puis, de nouveaux objets de consommation apparaissent. Eh bien, c'est le Bic Cristal, aussi bien que la machine à écrire de Japy, qui vont révolutionner l'écriture. Mais toutefois, parmi les plus grands souvenirs qu'on peut avoir de cette époque, c'est une voiture qui comporte énormément de brevets, qui est la DS, et qui est ici au Salon automobile de 55, qui a fait depuis toutes les rééditions de Mythologie de Roland Barthes, et qui est toujours en première couverture de cet ouvrage majeur. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, toutes ces mutations traduisent toutes ces évolutions, tous ces objets traduisent des mutations sociales d'envergure, à la fois parce que les femmes travaillent de plus en plus, c'est l'avènement d'une société de plus en plus de services. Il y a aussi de nouvelles formes de distribution qui apparaissent, notamment la FNAC, dont le nom à l'origine veut dire la Fédération nationale d'achat des cadres, une population qui
dont le nom émerge à cette époque-là aussi. Et en fait, pour revisiter tout ça, si le plaisir vous dit, il faut revoir toutes les revues de l'époque, toutes les revues qui sont créées sur ces sujets-là, notamment les revues esthétiques industrielles que vous avez à droite à l'écran, la revue Art Présent qui s'interroge sur la beauté de la technique, ou bien le label Beauté France, dont les Janus sont les descendants, le label Beauté France qui est créé en 1953. En fait, c'est toute une réflexion qui se constitue à l'époque autour de l'idée de production en série et qui s'illustre aussi par la création d'enseignements nouveaux, par la création d'une chambre syndicale. Et on le voit bien à l'époque, en fait, l'esthétique industrielle va infuser dans tous les secteurs. Là, c'est un petit peu la phrase clé de l'agence Tecnes qui explique à l'époque, eh bien, finalement, de la brosse à dents à l'autorail, de la cafetière à la maison préfabriquée, Tecnes résout tous les problèmes d'esthétique industrielle. C'est une définition dont rêveraient aujourd'hui beaucoup d'agences de design et on serait tenté de le croire puisque avec ce dernier exemple, je n'ai mis que la locomotive CC 71 07, mais Paul Orsens est à l'origine d'innovations les plus extravagantes à l'époque. Nous voilà déjà dans les années 60 et ce mouvement en fait, de l'esthétique industrielle va s'accélérer dans tous les domaines sous l'impulsion d'une nouvelle génération d'architectes, notamment Roger Talon qui est proche du courant des nouveaux réalistes, que ce soit Klein, César, Armand. Et le design va inspirer et s'inspirer de cet esprit nomade de la jeunesse à l'époque. Et ce qui fait que les objets deviennent beaucoup plus légers, les objets se transportent. Et l'exemple parmi les plus emblématiques est donc de Roger Talon avec le Portavia 111. Il se dit que c'est l'objet le plus photographié de l'année 68. C'est un appareil qui est à l'époque en totale rupture avec les codes de son marché. Et dans le domaine de l'objet, on va dire transportable, il y a aussi la machine à coudre Enna Lotus de Raymond Lévy. Un exemple typique de cette liberté est peut-être aussi le parfum Calandre. On parlait tout à l'heure de Pierre Dinant, qui a été surnommé l'homme aux 1000 parfums. Eh bien, c'est lui qui, par exemple, crée ce parfum Calandre pour Paco Rabanne avec cette idée. Je veux un flacon qui évoque les ébats amoureux d'un couple en voiture. C'est la demande du créateur. Et la définition, en fait, finalement, que donne du design à l'époque Roger Talon, il dit « Lorsqu'un objet réussit l'adéquation de la technologie et des données sociales et culturelles, eh bien, finalement, il devient un symbole. » Et pour comprendre cette période, il y a chez les historiens un motif narratif qui est souvent utilisé, c'est ce motif du couple, un objet, un créateur. Bon, on sait bien que tous ces créateurs ne travaillent pas tout seuls, qu'ils ont des agences, mais toutefois, c'est le cas d'un certain nombre d'objets. On se souvient notamment de l'escalier hélico-Igdad en 1966 de Roger Talon, régulièrement réédité, le Skylab de Raymond Lévy, mais l'idée aussi, c'est finalement dans la mesure où il y a de nouveaux procédés, par exemple une inventivité qui est rendue possible par le moulage du plastique, par de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs, eh bien finalement on peut imaginer le futur avec ici vous avez Odyssée l'espace de Stanley Kubrick et puis les fauteuils Jean de Olivier Mourgue ou bien la collection Aérospace en 68. Parmi ces objets cultes qui finalement sont les reflets de cette période très innovante industrielle, il y a évidemment le tabouret Tam Tam qui a eu à l'époque un énorme coup de buzz grâce à Brigitte Bardot dans Ici Paris. En fait, Henri Massonnet, lui, est d'abord un industriel, il cherchait à faire quelque chose pour les pêcheurs et il a imaginé cette nouvelle technique de moulage et l'idée de ce tabouret Tam Tam. On peut aussi citer en termes d'innovation industrielle, la baignoire repos, parce que c'est d'abord une technique de moulage avant d'être cet objet qui est de Christian Ragonneau. Donc, je m'arrête à l'instant aussi sur l'organisation de la profession à l'époque.
cette présentation a commencé avec l'Institut d'esthétique industrielle. Et en fait, la profession s'organise et crée en 1969 le Centre de création industrielle au sein de l'Union centrale des arts décoratifs. Il faut dire quand même qu'à l'époque, la France est un peu en retard comparée aux autres pays occidentaux, à la fois en termes de réflexion et puis aussi en termes de mise en place d'un vrai lieu qui soit un lieu de design à la française, un design center. Les enjeux sont politiques et économiques. Et pour cette présentation, je suis retournée voir en fait l'exposition inaugurale de 69 qui s'appelait « Qu'est-ce que le design ?» Eh bien, elle avait posé le sujet en 26 questions à 5 designers de l'époque. Alors, je ne vous ai pas écrit les 26 questions, mais il y a quand même un certain nombre qui font toujours l'objet de débats. L'ordinateur peut-il se substituer au designer? Le design implique-t-il une fabrication industrielle? Le designer doit-il se préoccuper de la diminution des prix de revient? Le produit fini devrait-il porter la marque du designer ou du bureau d'études? Le design est-il éphémère? Il y en a 26 que je vous recommande. L'objectif à l'époque de cette exposition était assez novateur. En fait, il s'agissait de replonger le design, les objets usuels, dans leur contexte, mais sans jamais dissocier le social, le technique et le symbolique. Et ça se nourrit aussi à l'époque d'une réflexion globale, puisque ce sont ça ici les premières affiches de l'exposition inaugurale, et puis cet environnement de l'époque, donc de réflexion. Il y a aussi les détracteurs, Georges Perec avec Les Choses, qui reçoit le prix Renaudot en 65, Jean Baudrillard, le système des objets, mais il y a le premier que sais-je, sur l'esthétique industrielle ou le lancement de la revue Cré. Ce système des objets, bien, finalement, c'est celui aussi du style Prisu, le style Prisu des années 60, qui... à l'époque, la marque Prisunique crée un bureau d'études. Denise et fait de premières collaborations avec des designers, avec son bureau de style. Et Denise Fayolle, qui occupa cette fonction bureau de style pendant plus de 10 ans, eh bien, disait c'est le style Prisu, finalement, pour le résumer, c'est le beau au prix du lait. Et... donc finalement, on parlait jusqu'à présent d'esthétique industrielle. Nous voilà dans les années 70 et plus précisément en 72. Et en 72, c'est l'entrée du mot design dans le dictionnaire Larousse. Alors on le doit à l'énergie de Paul Berceau, qui est le cofondateur de l'agence Lonsdal. Il faut voir que les pouvoirs publics privilégiaient plutôt le mot stylique. Et finalement, c'est design qui est entré dans le dictionnaire en associant les deux mots, le dessin et le design, de façon à ne pas séparer l'idée de sa représentation. Et à cette époque, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, l'idée s'affirme chez les designers que tout peut être designé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bastille imprenable. On va le voir avec des objets qui nous paraissent tout simples et qui étaient là depuis une éternité, en l'occurrence par exemple l'interrupteur, donc l'exemple de l'interrupteur Arnaud ici, des objets qui peuvent paraître un petit peu des gadgets, mais qui deviennent bien pratiques ensuite, comme le minuteur galet jaune de Terraillon, ou bien le très beau design du parfum empreinte de Courrèges. On voit là par cet objet-là finalement que la force commerciale d'un objet, il est aussi dans sa séduction pour le consommateur. Le design aussi, pas de bastille imprenable, c'est surtout que aussi de nouveau, le design va investit le domaine des loisirs, de tous ces loisirs qui se démocratisent, notamment le ski. Et on retrouve Roger Talon avec les chaussures Salomon ou bien les télécabines de Poma. On est encore dans les années Pompidou, c'est-à-dire une France très industrielle, une France à grande vitesse, les autoroutes, le Concorde, etc. Et il règne comme un souffle de nouveauté. Au risque de casser l'ambiance, je vous rappelle qu'en 1975, la France, les Français, le niveau de vie est le 5e mondial et que nous sommes au 26e aujourd'hui. Et voilà. Et donc 72, donc ces années formidables, c'est aussi des années de commande officielle. Donc Pompidou qui commande un décor à Pierre Paulin, un décor d'art total. Et c'est d'ailleurs le seul salon des années 70 qui reste aujourd'hui à l'Élysée.
Mais les années 70 aussi, c'est Jean Widmer, avec une nouvelle signalétique, les autoroutes, le centre Beaubourg, etc. Mais les années 70, c'est aussi 2 années de choc pétrolier. Donc on va parler, ça ne nous change pas d'aujourd'hui, de chasse au gaspillage et du Club de Rome qui nous dit halte à la croissance. D'ailleurs, de façon un peu symbolique, c'est un tout petit objet qui va marquer ces années-là. Je voudrais parler de la carte mémoire dite carte à puce qu'on doit à un Français, Roland Moreno. Et finalement, c'est une invention française qui va prendre son élan avec les télécartes de téléphone et puis avec les cartes bancaires. Pour clore cette période, je m'arrête sur le bureau Delta de Jean-Louis Berthet. À l'époque, on lui dit si cette solution était intéressante, elle existerait. Un bureau triangulaire n'existe pas. Comment pensez-vous que l'on puisse en vendre? On serait tenté de lui dire mais à quoi sert le design finalement s'il faut faire des choses qui existent déjà? Et en fait, cette histoire, elle est assez emblématique d'une évolution du design dans le domaine du mobilier à l'époque. À l'époque, les enjeux économiques sont extrêmement importants. Pourquoi? Et c'est pourquoi est d'ailleurs créé le VIA pour relancer le design mobilier. Parce que, en fait, on l'oublie peut-être, mais à l'époque, le mobilier contemporain ne représente que 5 à 7% du marché des meubles. Et tout le rôle de ce salon VIA va être finalement de révéler un certain nombre de talents et de faire changer le point de vue des Français sur le design mobilier. Nous voilà donc aux années 80. 80, donc des années de grands travaux, d'architecture, d'urbanisme qui font la une des journaux et permettent aussi d'ailleurs à de grands architectes d'émerger. Et du côté de ces designers, en fait, on renoue un petit peu avec cette idée du design global. On voit que les univers se croisent avec une liberté d'expression qui est renouvelée. On peut évoquer Philippe Stark au bain-douche ou Jean-Michel Wilmotte à l'Élysée ou bien André Putman à New York. Et le VIA que j'évoquais tout à l'heure joue un rôle majeur dans ce renouveau du design français qu'on évoque, Martin Zekeli ou Olivier Gagnère, et puisque finalement on va les retrouver dans la mode, le design, les objets. Mais ces années aussi 80 sont marquées par d'importantes ruptures technologiques, puisque le mot de cette décennie, c'est un prénom, c'est Katia. C'est Katia pour conception assistée tridimensionnelle interactive appliquée. C'est un mot qu'on doit à Dassault Systèmes. En fait, c'est une révolution puisque ça permet de modéliser sans passer par des prototypes. On est dans cette même année, d'ailleurs, où en 83, l'auteur de science-fiction, Isaac Asimov, invente le mot robotique avec une vision de 2019 plutôt juste, finalement, puisqu'il nous dit qu'à l'époque, 2019 sera articulé autour de 3 éléments, la guerre nucléaire, l'informatisation de nos sociétés et la conquête spatiale. Parallèlement, en fait, l'innovation va, je dirais, à la fois réellement et d'un point de vue aussi métaphorique, aller vers d'autres univers. Et pour le grand public, là, je voudrais parler du Minitel, hein, qui est aussi un acronyme, puisque ça veut dire un médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Donc le Minitel, qui a un peu ralenti en France l'arrivée d'Internet, mais c'est un objet qui a réussi à rentrer dans tous les foyers. Et ça faisait longtemps, finalement, qu'un objet n'avait pas réussi cette prouesse de bouleverser les usages et d'être vraiment partout dans la maison. Il a été popularisé par toutes sortes de 3611 et de 3615, comme vous le voyez à l'écran. Le dernier mot que j'ai choisi pour ces années 80, c'est une expression, la fabrication additive. Le premier brevet est déposé par Alcatel. Et la fabrication additive, donc on fabrique par addition. Et donc, en fait, c'est les prémices de l'impression 3D.
Cette explosion de créativité va continuer dans les années 90. Elle surfe sur cet élan avec les Jeux d'Albertville, où on retrouve, on retrouve Stark et De Coufflet. Mais surtout, à l'époque, la technologie et l'électronique vont bouleverser le champ d'investigation des designers. Alors dans des registres qui sont parfois totalement différents, par exemple que ce soit Nathalie Crasset qui avec la colonne d'hospitalité, ou bien la table à induction de Dietrich, ou bien Rainman, et Rainman qui est un personnage intéressant sur le plan du design, Rainman d'Ubisoft, parce que le nom de cette mascotte emblématique, en fait, il vient de la technologie Ray Tracing, qui est une méthode de calcul optique utilisée en informatique pour travailler la lumière. Donc technologie, innovation, nouvelles recherches sur les matières. Bon, alors évidemment, que serait une décennie sans Roger Talon? De son point de vue, la livrée extérieure du TGV duplex est son chef-d'œuvre. Pour autant, il est vrai que les années 90, il faut se le rappeler, l'époque a un peu du vague à l'âme. C'est Alain Souchon qui nous chante oh là là, la vie en rose, full sentimentale. Que des choses pas commerciales, c'est ce dont on rêve et que finalement on n'a pas, et ce que certains designers vont traduire par finalement le design discret, une exposition qui a lieu sur le thème modernité et modestie. C'est une période où le marché a besoin aussi d'un nouveau souffle, une période difficile économiquement. Et dans cette période, on va retrouver le partenariat designer et industriel qu'on avait dans les années 50, avec par exemple le verre Perrier de Martin Zichelli ou la Carafrica d'Elisabeth Garousse. Et à une époque qui en a fortement besoin, l'Institut français du design, par exemple, avec les Janus, sont à un moment qui encourage ces relations entre les designers et les industriels. On retrouve aussi à cette période l'esprit des arts décoratifs d'avant-guerre. Et à partir des designers, j'ai une inversion de slide, c'est pour ça que je suis perdue d'un coup. Les designers construisent, investissent une présence plus forte dans la ville. Il y a eu les travaux présidentiels, mais ils sont sollicités pour des boutiques, pour des cafés, pour des restaurants. Et dans ce contexte économique compliqué, de nouvelles façons de penser émergent avec un nouveau concept qui est le design to cost, dont la Twingo est la voiture emblématique, c'est-à-dire que le prix de revient devient la contrainte absolue pour les designers. C'est le défi qui avait été posé à ces créateurs. Tous les acquis étaient à repenser pour eux. Et Marie-Christine Donner évoque aussi une réflexion portée par l'économie quand elle a été sollicitée pour la tribune présidentielle. Et il est vrai que cette tribune présidentielle a été réutilisée et réutilisée pendant plus de 30 ans. Pour finir, on se rapproche des années 2000 et moi du temps qui m'était imparti. Donc l'histoire en fait permet de dégager des tendances, mais sans que rien ne soit complètement figé. Et la première tendance pour ces 20 années 2000, en fait, c'est la préoccupation écologique. Je reviens en 2001. En fait, sont réunis pour la première fois à New York tous les plus grand nombre de chefs d'État rassemblés. L'initiative de l'écologie revient aussi à des fondations privées, notamment celle de Bertrand Piccard, qui identifie plus de 1000 solutions propres et rentables. Et puis en 2019 aussi, l'ADEME et l'Institut français du design qui proposent la mention éco-design. Éco-design, ces années-là sont aussi je dirais que le design aussi a désormais une cité qui lui est dédiée.
un lieu d'exposition, de débat. J'évoquais tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas pour les designers de Bastille imprenables, et finalement on voit bien que les nouvelles générations, comme les frères Broulec, bien finalement se sont fait connaître avec un lit clos. Et voilà, j'avais prévu. Les premiers Fab Labs marquent aussi cette période avec une fabrication qui est assez nouvelle, puisque finalement n'importe qui peut devenir pas designer, mais en tous les cas utiliser un Fab Lab et avoir des moyens pour ses créations. Le deuxième sujet est l'évolution technologique qui va pousser les designers pour les années qui viennent à encore plus loin dans les possibilités, ici avec de la radiologie numérisée ou bien des assistances à domicile, et conception, fabrication, distribution. Un mot pourrait résumer cette période, c'est le design thinking. Et pour conclure en fait sur finalement et demain, d'un point de vue historique, on voit bien que le design, quelle que soit sa période, quelles que soient les périodes, s'impose comme une autre façon de vivre le présent. À chaque fois, finalement, toutes les périodes que je vous ai montrées, chacune était moderne dans sa période, et que finalement le design, il est révélateur de la façon dont une société se pense et veut faire évoluer son cadre de vie. Et donc, a posteriori, le design révèle la façon dont la société s'est représentée. Deuxième point, c'est que le design est vraiment moteur de créativité dès lors qu'il est pensé de façon pluridisciplinaire. C'est ce qu'on voit dans ce panorama historique, et pensé de façon pluridisciplinaire avec l'ensemble de ses parties prenantes. On le voit ici, le design a régulièrement partie liée avec l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, mais aussi avec l'histoire des techniques et l'histoire industrielle. Et enfin, d'un point de vue économique, j'ai voulu ici insister sur l'existence d'un design à la française avec ses problématiques spécifiques. L'historiographie est riche de travaux sur le design allemand ou sur le design italien, et il reste encore un travail important à faire en matière d'histoire du design en France. Et je vous remercie. Alors, oui, moi je suis pas designer à proprement parler. En fait, j'ai fait des études de philosophie et j'ai soutenu une thèse de sociologie pas très loin de ces murs, Gaston Bachelard d'ailleurs. Et je me suis ensuite formé à l'ébénisterie et la marqueterie à l'école Boulle, justement parce que j'ai rencontré les étudiants de l'École nationale supérieure de création industrielle, où j'enseigne maintenant depuis presque 10 ans. Et quand je parle de l'ENSI, je montre souvent cette image que vous avez derrière moi. Parce que la première fois que je suis rentré à l'ENSI, en venant de Paris 1, justement, je sortais de la galerie qui est de l'autre côté de la cour d'honneur de la Sorbonne. Je rentre sous la verrière rue Saint-Sabin, et aux surprises, les étudiants étaient en train de démonter un avion. Alors autant vous dire que moi qui avais étudié Gaston Bachelard, Heidegger et tout un tas d'autres choses tout à fait intéressantes, je me demandais bien ce que je faisais là. Et du coup, il y a, par rapport aux propos qui ont été présentés en introduction, il y a peut-être quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir en introduction et puis que je développerai ensuite. Déjà, sur le rapport au futur, il y a un auteur français illustre, Albert Camus, qui nous dit que la meilleure promesse qu'on puisse faire au futur, c'est de s'occuper du présent. Et c'est vrai que, en fait, ça fait presque 70 ans maintenant qu'on s'interroge sur quels seront les futurs souhaitables, les nouveaux imaginaires, bref, qu'on invente des futurs, comme Asimov l'a fait par exemple. Mais en fait, le rapport du GIEC, pour ne citer que celui-ci, nous dit qu'en fait, l'enjeu, c'est pas le futur. L'enjeu, c'est ici et maintenant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais la devise de la Sorbonne, c'est hic et ubique terrarum. Ça veut dire, en latin de Sorbonnard, ici et partout sur la Terre. C'est-à-dire que l'enjeu du lieu dans lequel nous sommes, c'est justement de diffuser aussi une vision du monde et une vision notamment française. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le design ? Il y a un auteur, Wilhelm Flusser, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La petite philosophie du design ». Et il nous donne un exemple en fait, pour essayer de comprendre où intervient le design.
Et il nous dit, en fait, la différence entre un missile et une chaise, c'est une question de design. Et dans ce petit exemple, il nous dit justement toute l'importance du design, qui n'est pas simplement un skinning ou une façon d'habiller un produit, mais qui est bien une façon holistique d'envisager un problème et une situation. Et Nathalie Crasset a été citée tout à l'heure. Elle dit, par exemple, que le design, c'est une espèce ou une sorte d'anthropologie appliquée. C'est-à-dire que, justement, ce qu'on convoque quand on est designer, quand on s'intéresse aux usages, à la forme, aux matériaux, aux techniques, au savoir-faire, finalement, c'est beaucoup de choses que l'anthropologie convoque également. Alors, quels sont les enjeux du design pour le futur, en tout cas pour la prochaine décennie? Moi, je n'ai pas forcément de réponse, mais j'ai des interpellations de mes étudiants. Comme je vous le disais, moi, je suis allé à l'école Boulle parce que je leur parlais d'Heidegger et ils revenaient avec des objets. Ça me paraissait tout à fait incongru comme histoire. Donc, je me suis dit que j'allais apprendre à en faire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur tête. Et je ne l'ai pas précisé, mais le slogan de l'ENSI, c'est « Learning by doing ». Et le surnom de l'ENSI, c'est les ateliers. Parce que quand on rentre dans la cour, le lieu où on rentre, c'est le lieu où il y a un atelier métal, un atelier bois, un atelier maquette, un atelier numérique. Et puis partout dans l'école, en fait, il y a des ateliers avec des imprimantes 3D, des commandes numériques, enfin tout un tas d'objets incroyables. Et avec ce vrai souci d'apprendre en faisant. Et donc en démontant des avions, par exemple. Le cours de Bruno Teinturier qui s'appelle le Studio Matériaux, là, récemment, ils ont démonté des imprimantes pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et il y a un étudiant de l'ENSI qui a mis au point une imprimante open source qui permet justement en fait, aux gens qui l'achètent de la réparer, de l'utiliser et de la diffuser sur un autre modèle en fait, que le modèle industriel classique et centralisé. Et c'est là peut-être, je pense, moi, la place et l'importance du design pour le futur, c'est que le design, depuis son origine, en fait, il interroge l'industrie. Et le problème, c'est pas l'industrie. Moi, je suis persuadé que, comme ça a été dit, le problème, c'est pas le plastique, le problème, c'est pas l'industrie. Quand un pot de yaourt en plastique, en fait, ça a une durée de vie entre 200 et 300 ans. Si on se le transmettait comme on se transmet les bijoux de notre grand-mère, en fait, il n'y aurait pas de problème de plastique. Et l'industrie, c'est pareil. Le problème, c'est pas l'industrie pour elle-même, c'est que l'industrie soit devenue un modèle. Et ce que fait le design, en fait, depuis qu'il existe, ou depuis qu'il s'interroge sur les modes de fabrication en série, sur les modes de fabrication industrielle, c'est de dire à l'industrie, mais en fait, vous n'êtes pas un modèle, vous êtes un outil, vous êtes un appareil. Et un des enjeux que se posent les étudiants, ou de questions que se posent les étudiants aujourd'hui, c'est justement où se positionne le design dans un monde qui continue de faire de l'industrie un modèle. Est-ce qu'on peut continuer de faire de la création industrielle, de l'esthétique industrielle ou du design finalement en business as usual? Et une des façons qu'ils ont de répondre, c'est justement de s'emparer de cette question industrielle en se disant l'industrie, ça a permis, mon grand-père, il est né en 1929, il a eu l'eau courante dans les années 50, il a vu passer la première voiture au bout de la rue peu de temps après. Il a eu ensuite l'électricité. En fait, ça a permis tout ça à l'industrie. Donc, c'est illusoire de penser qu'on va s'en passer alors qu'on est 8 milliards d'êtres humains. Par contre, effectivement, un des enjeux, c'est de faire de l'industrie un moyen de déploiement alors, je ne sais pas, ce que écologique, ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui, mais en tout cas, d'une attitude vis-à-vis du monde qui ne soit peut-être moins prédatrice et moins problématique. Alors, je n'ai pas du tout regardé le temps qu'il était, mais je suis certain que vous me ferez un signe quand il sera trop tard. Voilà. Alors, moi, quand on m'a parlé d'innovation, je me suis rappelé d'un cours que j'avais eu ici, justement. Alors, pas dans l'amphi-bachelard, mais dans une autre salle de la Sorbonne, où on m'avait parlé d'un anthropologue qui s'appelle Pierre Clastre et qui nous interroge sur ce que c'est l'innovation. Et en fait, il nous met face à deux objets. Alors c'est un peu comme le missile et la chaise. Là, c'est le M16, le fusil d'assaut de l'armée américaine, et le boomerang.
Et il nous dit, le M16, c'est formidable, parce que vraiment, on peut tirer très très loin, et beaucoup de fois de façon répétée. Par contre, en fait, pour faire des M16, il faut faire des mines, il faut faire des forges, il faut inventer la poudre à canon, il faut déployer en fait tout un appareil industriel qui vient prélever des choses dans le monde et qui a pour conséquence les choses que l'on sait aujourd'hui. Et en regard de ça, il nous montre le boomerang. Alors, loin de moi l'idée de faire l'éloge du boomerang par rapport, d'un monde où il n'y aurait pas de technologie. Mais justement, ce que nous dit Clastres, c'est que le boomerang, c'est de la technologie. En fait, le boomerang, c'est une arme de chasse ou de guerre, parfois, qui est inventée dans un environnement où il y a peu ou pas de bois. Et donc, c'est une arme, non seulement qui est réutilisable, mais qui est en plus formidable, elle revient quand elle ne touche pas sa cible. Ce qui n'est pas le cas des balles de M16. Et fort heureusement, peut-être. Mais ce qui est intéressant ici, dans la façon que Pierre Clastres a d'interroger cette relation à l'innovation et au progrès, c'est de dire que le progrès ou l'innovation, c'est un peu ce qu'on décide d'en faire. Est-ce que c'est une efficacité au sens de... en fait, l'objectif d'une arme, c'est de tuer, de chasser, voilà. Et donc le M16 est peut-être plus performant, plus efficace que le boomerang. Ou est-ce que l'objectif des objets que l'on produit, c'est d'être en bonne intelligence avec le monde dans lequel on évolue? Et du coup, la réponse du boomerang, elle est peut-être plus adaptée que celle du M16. Ici, en fait, ce que subodore Pierre Clastres et qu'on peut rapprocher, je pense, à la question du design, en fait, c'est la question de la création sous contrainte. Et on choisit bien les contraintes qu'on veut. Tout à l'heure était évoqué pour Renault de dire que la contrainte ultime, c'est le prix de revient. En fait, peut-être qu'on peut décider collectivement, ou que le monde le décidera pour nous, peu importe, mais qu'en fait, il y a d'autres contraintes qui doivent passer au-dessus de cette contrainte-là. Alors, moi, il y a toujours dans mon regard plutôt à l'écoute de mes étudiants et mon regard comme ça un peu de côté de sociologue au milieu de designers, comment ils font les designers finalement pour adresser toutes ces questions? Ici, vous avez une représentation d'un des ateliers qu'avait tenu Bruno Latour, qui s'appelait « Où atterrir ?» et dans lesquels, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont assisté ou ont vu de quoi il s'agissait, mais où voilà, des communautés de gens, de citoyens se réunissaient et essayaient de trouver des solutions à des problèmes ensemble et de les représenter. Et moi, une des choses qui m'interpelle le plus, il y en a bien d'autres, mais une des choses, en tout cas, qui, je trouve, est une vraie puissance du designer, et je le vois dans mes enseignements, c'est leur capacité à donner une forme à un processus. Et donc, ce n'est pas simplement donner une forme à un objet, ou donner une forme à un service, ou habiller un flacon de parfum. C'est véritablement être capable de mettre sous les yeux de l'entreprise, de l'industrie, de l'ingénieur, en fait, la forme du processus qu'il est en train de mobiliser. Alors après, il peut y avoir des zooms sur la question des usages. C'est par exemple le design centré utilisateur des 10, 20 ou 30 dernières années. Ça peut être une réflexion sur toute la filière industrielle. Et ça, c'est peut-être une des choses que le design va interroger à l'avenir. Bref, c'est des outils de représentation et de formalisation qui sont pas du tout cosmétiques. C'est-à-dire que c'est des façons de s'organiser, c'est des façons de faire projet, c'est des façons de produire, c'est des façons de faire en sorte que les fameux silos dont on parle tous depuis les années 80, en fait, ils puissent se parler et qu'ils ne soient plus des silos, notamment. Alors moi, je vous disais, je suis donc chercheur. 2 minutes. Ah là là, j'ai été extrêmement bavard. Du coup, je vais faire très vite. Donc moi, je suis chercheur dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche en design. Vous avez ici Frédéric Pin, qui est directrice de l'ENSI, et Armand Béard, qui est co-directeur du Centre de recherche en design. Et en fait, dans ce centre de recherche, qu'est-ce qu'on fait? On réunit des designers, évidemment, mais aussi des gens des sciences humaines et sociales, et aussi des gens des sciences dures issus du plateau de Saclay. Parce que le Centre de recherche en design, il est rattaché à l'ENSI et à l'ENS Paris-Saclay, et ses bureaux, enfin,
une partie de ces bureaux, car le centre de recherche est bicéphale, hein, comme Janus, qu'on a évoqué tout à l'heure, peut-être un signe d'ailleurs, et sur le plateau de Saclay, et on a l'habitude de travailler avec des labos de sciences physiques, de sciences fondamentales, sur tout un tas de sujets. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait aussi? On y fait aussi des chaires d'innovation ou des chaires de recherche. Il y a en ce moment, par exemple, la chaire S'entendre, si je ne dis pas de bêtises, qui, avec une entreprise, travaille sur des matériaux acoustiques. Bref, il y a tout un tas de dispositifs qui existent au sein de l'ENSI Les Ateliers et du CRD qui répondent aux enjeux qu'on évoque aujourd'hui. Alors, je vais vite. Bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Je vous mets juste la photo de moi, petit garçon, parce que, en fait, ce que j'essaye de garder, c'est ce regard-là. Et j'étais blond, oui, tout à fait mystérieux. Mais peut-être deux choses pour conclure. La première, c'est qu'effectivement, le design, il pose la question du beau. Mais il pose la question du beau presque à la manière de Platon. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est beau, est-ce que c'est joli, est-ce que ça me sied, est-ce que ça me séduit. Le beau, c'est d'abord peut-être le bon, c'est peut-être le bien, c'est peut-être l'utile. Et c'est peut-être là qu'on rejoint les propos d'Étienne Klein sur le progrès, c'est-à-dire que quand le design interroge l'industrie au travers de l'esthétique ou du beau, en fait, il interroge notre façon de sentir le monde et les choses. Hein, aesthésis, en grec, c'est le fait de sentir. Et puis, alors c'est pas pour faire cocorico, mais le premier design center, c'est le château de Versailles. Hein. C'est pas le MIT ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que les premiers, et on a ici quelqu'un de Saint-Gobain, la manufacture de Saint-Gobain, elle est créée pour le château de Versailles avec de l'espionnage industriel qui va ramener des technologies en France. Et puis on va développer tout un tas de savoir-faire et de techniques pour construire le château de Versailles. Alors il ne s'agit pas de rester dans Versailles, évidemment, mais il y a une histoire de l'innovation et de la création en France dont il faut aussi peut-être porter les couleurs, notamment au travers du design et de l'ENSI Les Ateliers. Voilà, je m'arrête là parce que mon temps est évidemment dépassé. Claire Lapassa, je suis responsable du master spécialisé Innovation by Design de l'ENSI Les Ateliers et je suis aussi du coup la cofondatrice d'une agence de design qui s'appelle l'Atelier Universel. Alors, je refais une petite intro sur le design. On va tous donner notre définition, je pense, ce soir. Mais très rapidement, voilà. Donc, le design, on peut considérer qui prend son essor avec la révolution industrielle à partir du moment où, en fait, on rentre dans des processus de fabrication mécanisée et sérielle qui font qu'on va demander à des dessinateurs industriels de projeter la forme des objets avant qu'ils rentrent dans ce processus. Donc, c'est vraiment le dessin EIN et dessin IN. Et cette expertise, finalement, de la forme qui va être cette mission première du design. Et en fait, on va d'abord donner aux designers cet objectif vraiment mercantile, hein, qui est de faire en sorte que les objets de l'industrie trouvent leur public. Donc, de faire en sorte qu'ils soient utiles. Et ça, vraiment, cette notion d'utilité, de service qui est attachée aux objets, c'est peut-être ça qui nous distingue de l'objet d'art. Hein. Rappelons un peu les basiques. Que ces objets soient économiques, hein, qu'ils arrivent avec des coûts de revient accessibles aux acheteurs. Donc le designer, c'est celui qui va rationaliser les matériaux, tirer le mieux parti des procédés de fabrication, mais qui va avoir cette intelligence de la matière. Et puis, il faut que ces objets soient beaux, et soit séduisant. Et ça, j'ai envie de dire, moi qui suis, en fait, je ne vous ai pas dit ingénieur et designer, peut-être que cette dimension-là nous distingue vraiment de l'ingénieur. C'est-à-dire que le design, c'est la forme belle et efficace. Cette notion vraiment de plastique, elle est vraiment importante pour nous. Et je pense qu'elle nous distingue d'autres profils de concepteurs. Alors ça, c'est, on va dire, peut-être la mission de base, mais la mission qu'on aime se donner, en tout cas, moi j'ai fait l'ENSI Les Ateliers après mon école d'ingénieur, et c'est une école qui vraiment vise, à travers les objets qu'on produit, à avoir un effet sur la société qu'on habite, et on se revendique notamment d'un des pères fondateurs qui est William Morris, et qui dès le départ dit, bon, finalement, le design, alors là, à l'époque, il utilise le mot art, c'est vraiment ce qui doit servir à déterminer ce qu'on peut
ou non produire, ce qu'il est souhaitable ou non de produire en tant que société. William Morris est quelqu'un qui a tout de suite conscience en fait, de l'impact de la production industrielle sur les hommes, en termes de dégradation de la condition humaine, mais aussi sur l'environnement. On dit souvent, oui, c'est Victor Papanek qui a le premier parlé de ça, mais William Morris, dès le départ, rappelle en fait qu'il y a cet impact de nos productions sur l'écosystème qui nous entoure. Et du coup, ce rôle du designer, il va être très important, hein, c'est de se soucier de la qualité des objets qu'on produit, parce que en fait, ces objets participent de notre monde et nous déterminent en retour. Donc cette mission-là, c'est une mission assez noble et qu'on essaye de porter à l'ENSI et que moi, personnellement aussi, dans mon métier de designer, on cherche à défendre. Alors, du coup, Marc m'a proposé de faire un petit panorama de ce que peut faire un designer aujourd'hui, parce que l'idée, c'était quel rôle pour les designers. Et donc, je vous ai fait une petite collection de projets, d'une sorte d'instantané, pour vous parler de ce qu'on fait un petit peu à l'agence. Et puis, je vous montrerai aussi peut-être ce qu'on fait avec nos étudiants à la fin, s'il nous reste du temps. Mais du coup, moi, je viens d'une école de design où on part d'abord peut-être de l'expérience, de ce qu'on cherche à réinventer, on va rechercher des nouvelles pratiques, des nouveaux modes de vie. Et ensuite seulement, on va dessiner les objets, qui soient physiques ou numériques, qui vont permettre ça. Et donc, on va, nous, un jour, je dessine des espaces, le lendemain, un produit industriel, le surlendemain, une interface graphique. Alors, ça demande une exigence de chaque instant, hein, de maîtriser tous ces champs du design, mais on pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour amener des réponses aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et qui demandent une pensée globale et une pensée systémique, et pas qu'une pensée, aussi une capacité d'agir dans ces conditions. Donc, je commence le petit panorama. Donc, en tant que designer, on va pouvoir aller sur du design produit, comment on pense les objets. Là, en l'occurrence, on travaille avec une start-up sur des ordinateurs réparables, donc démontables, dont on va pouvoir changer les composants, et comment, au-delà de l'objet physique, on dessine aussi les interactions qu'on a avec lui, comment on va, par exemple, insérer un composant sans se tromper de sens. Donc, on travaille sur des systèmes graphiques de détrompage. Prenez par exemple votre batterie d'appareil photo, elle est asymétrique pour faire en sorte que le seul bon usage soit l'usage possible. Design produit, design mobilier. Alors ici, c'est un sujet qui n'est pas forcément très drôle, mais qui est tout à fait important, qui est comment aujourd'hui je vais sécuriser des espaces publics. J'ai mis un peu le projet JO. Comment je vais sécuriser des espaces publics de façon légère, sans ancrer des gros blocs béton au sol. En fait, on s'est rendu compte, à travers des études, que si on mettait une succession d'obstacles, en fait, on n'allait pas tout à fait arrêter le véhicule le premier coup, mais le deuxième coup, oui. Et donc, en fait, de façon très simple, avec des éléments qui restent palettisables et transportables, on va pouvoir, comme ça, venir sécuriser nos espaces. C'est un petit tour d'horizon. Voilà, du design graphique aussi, comment à travers les signes, on va accompagner ces nouveaux possibles. Ça va être des choses qui sont fondamentales. On a parlé de Roger Talon. Roger Talon, alors c'est du design industriel, mais c'est aussi de l'information voyageur. Donc là, par exemple, nous, on travaille avec une start-up qui fait des stations de covoiturage de proximité. Donc, comment on représente des stations de covoiturage sur un territoire et comment on va permettre aux passagers ou aux conducteurs de se repérer dans ce nouveau territoire, en fait, qui est, en l'occurrence, c'est du covoiturage pour les zones rurales et périurbaines, zones dans lesquelles on a peu de transports en commun. Et donc, la voiture devient une alternative de transport en commun. Bon, je passe rapidement, mais du graphisme, de la data visualisation. Alors, en tant qu'ingénieur de formation, moi, j'aime bien aller sur des sujets où on va mêler un peu de la technique, de la science et du design. Donc là, grosso modo, c'est comment on représente des états de bioréacteurs qui vont permettre de traiter les eaux usées. Donc, quel est l'état de nos microalgues? Est-ce qu'elles ont besoin de plus de CO2 ou moins de CO2 par rapport à des objectifs de volume de traitement? Donc, tout ça, c'est finalement de la donnée à mettre en forme pour pouvoir agir sur ces systèmes et avoir un bon traitement des eaux.
Vous voyez, le design, c'est passionnant. Moi, j'ai choisi ce métier parce que intellectuellement, j'avais envie de faire quelque chose de différent tous les jours et de toujours être en éveil et apprendre à travers mon métier. Voilà, donc, je suis encore sur le design graphique, mais on va voir d'autres champs. Là, c'est un petit peu différent. C'est quelque chose qu'on pousse pas mal en ce moment avec des psychologues comportementaux, notamment Nicolas Fiolaine, sur comment, du coup, en fait, en venant pousser les bons messages au bon moment ou avec certains dispositifs, je vais pouvoir faire en sorte qu'on vive mieux en société. Donc, c'est un peu la mode de ce qu'on appelle les nudges. Mais là, par exemple, c'est comment je fais en sorte que les publics fragiles puissent avoir une expérience de voyage qui soit plus agréable et plus adaptée. Ou alors, comment je vais repenser les architectures de choix, comment je vais réfléchir vers des possibilités qui peut-être sont ignorées. Là, en l'occurrence, c'est un travail avec la ville de Paris, la ville de Marseille et le WWF pour inciter à utiliser la gourde et non les bouteilles d'eau en plastique jetables sur les lieux de pratique du sport de la ville. Donc ça passe par des techniques, ça c'est toujours avec des psychologues comportementaux, par exemple de mise en saillance, de dire ben voilà, il y a des points d'eau, on a des robinets, on va venir les mettre en lumière à travers des signalétiques et voilà, un jalonnement de messages. Je vais passer là-dessus. Ça, c'est du design d'interface pour faciliter le contrôle de l'environnement marin. Il est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais voilà. Donc, si je continue, donc on a vu du design produit, du design graphique, du design d'interface numérique. Ça, les designers ont accompagné l'évolution de l'industrie et avec les premières interfaces graphiques, je pense notamment au Mac, et tout ce qu'on appelle les logiciels What You See is What You Get, où on va manipuler des objets dans l'espace à 2 dimensions d'interface. Finalement, on a un terrain fantastique qui s'est ouvert aux designers. Peut-être qu'il y a des designers UX, UI dans la salle, mais en tout cas, c'est un champ très, très actif en ce moment de notre profession. Et donc là, par exemple, nous, on va travailler sur comment je facilite le diagnostic du cancer à l'hôpital entre spécialistes. Ah, j'ai terminé ? Oui. Ok, et ben je finis du coup. Voilà, après, je fais un petit panorama. Si je vais quand même sur... si je peux continuer... Pardon ? J'ai encore 2 minutes ? Ah, super. Donc... Je finis le panorama donc, du design d'interface. Alors ça, ce qu'on voit peut-être un petit peu moins, mais j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui, les défis qui nous appellent, ils nécessitent aussi de repenser, par exemple, la mobilité, repenser nos infrastructures. Donc, typiquement, on va collaborer avec des ingénieurs pour dessiner des ouvrages qui vont avoir de plus grandes portées, qui vont utiliser moins de matière. Donc là, en l'occurrence, on travaille avec Sistra et Lafarge sur des viaducs en béton fibré pour avoir une meilleure insertion paysagère et des plus grandes performances pour le métro aérien. Où là, c'est un projet je peux en parler, ça vient de sortir, vous pourrez trouver le communiqué de presse. On travaille avec des logisticiens sur des flottes de camions bas carbone qui vont venir convoyer des remorques à travers toute l'Europe par un système de... En fait, c'est un peu la poste avec les chevaux, sauf qu'on vient changer de tracteur et les recharger. Donc, vous voyez, les champs d'application aujourd'hui, ils sont infinis pour notre profession parce que il faut tout redessiner. Donc je passe, je vais juste je voulais parler un petit peu quand même de ce qu'on fait aussi, de la mission qu'on se donne en tant que designer, c'est aussi en fait aujourd'hui de former les autres. Parce qu'on pense qu'on a des socles de compétences, de méthodes, aussi une façon d'être, une philosophie qui nécessite aujourd'hui d'être partagée avec d'autres profils de concepteurs. Donc moi, depuis quasiment le début, je forme des non-designers au design et c'est la mission qu'on fait tous les jours à l'ENSI les ateliers, notamment en formation continue, avec par exemple ce programme-là du Master Specialisé Innovation by Design. Typiquement, on va former nos apprenants, mais aussi des futurs directeurs d'hôpitaux, sur comment le design permet de repenser l'expérience à l'hôpital ou l'expérience dans les établissements sociaux, médico-sociaux.
On travaille avec l'école polytechnique aussi et sur le thème du handicap moteur, comment je peux répondre à des défis qui sont posés par des personnes en situation de handicap, comme par exemple boire son sirop sans renverser sa cuillère, faire ses lacets, des choses très très simples mais sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas encore de réponse et du coup on va aider les élèves à se mettre en situation avec des kits de simulation mais aussi travailler avec l'expertise de personnes qui vivent au quotidien ces problèmes. Donc là, par exemple, on a Franck Maille de APF France Handicap qui vient et qui fait la revue des maquettes des élèves et qui les aide à améliorer leurs propositions. Voilà, c'est alors on ne dirait pas comme ça, mais c'est un paillasson pour nettoyer les roues de son fauteuil quand on rentre chez soi. Et puis, on fait ça aussi donc là, avec l'atelier universel, mais aussi BPI Université, auprès de directeurs de PME, pour justement être plus outillés pour faire face aux transitions et aux grands défis que tous les secteurs se posent aujourd'hui. Et donc, j'en ai terminé sur le rôle qu'on se donne en tant que designer et qui est aussi dans le partage, du coup, de nos compétences. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Cathy Cotelon. Donc, comme ça a été annoncé, j'ai la chance de travailler en tant que responsable du design dans une grande entreprise française qui est Saint-Gobain. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire l'affront de ne pas vous montrer d'images. Peut-être un peu plus tard, mais du coup, j'ai pris le parti aujourd'hui d'essayer de discuter avec vous des éléments, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus du back-office de tout ce que vous avez pu voir, parce que je vois aussi dans le public pas mal de personnes dans l'entreprise, du monde de l'entreprise, et que derrière le design, jusqu'à présent, on a aussi beaucoup vu des résultats, finalement, des formes, des objets, des services, des interfaces, donc des formalisations d'un certain nombre de problématiques. Mais le design, c'est aussi un verbe, donc c'est une action. C'est faire d'une certaine manière dans l'entreprise. Ce sont des processus. Ce sont aussi des modes de fabrication, de réalisation. Et donc moi, j'avais envie ce soir de discuter avec vous, non pas des résultats, non pas des outputs, mais plutôt du processus. Parce que c'est le lien que j'ai fait justement avec le titre qui nous a été proposé, qui est la question des approches holistiques et de l'innovation, comme Anne-Marie Sargueil l'a posé en introduction. Et que finalement, dans l'entreprise, la question qui m'a été posée, c'est finalement, pour arriver à tout ça, comment on fait ? Voilà. Et je pense que souvent, pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans l'univers du design, finalement, ces objets peuvent être aussi assez impressionnants parce qu'en fait, on ne sait pas comment on fait pour arriver à ce résultat, même si on a envie de l'atteindre, et surtout, comment ces résultats ou ces processus vont pouvoir aussi s'interfacer avec les processus existants de l'entreprise elle-même. Voilà. Donc, c'est un petit peu de cette expérience-là que j'avais envie de discuter avec vous. Et donc, pour ça, je vais commencer par rebondir sur deux termes. Alors, vous allez peut-être trouver l'exercice un peu scolaire, mais finalement, ce qui me semblait intéressant dans cette thématique aujourd'hui qui nous rassemble, c'était bien la question holistique et la dimension de l'innovation. Et donc, pour moi, ces deux termes-là, quand on est partie intégrante d'un grand groupe industriel, sont finalement au cœur de nos préoccupations. Donc, pour moi, il y a un autre point aussi qui est important, c'est que, en tant que designer, quand j'ai rejoint le monde de l'entreprise, j'ai toujours été un petit peu embêtée parce que finalement, tout le monde me disait « mais bon, le design, finalement, moi, j'en fais, on en fait tous ». Donc, qu'est-ce que vous faites de plus que nous ne faisons pas? Et donc, il y a une première subtilité que j'ai observée, c'est cette question des approches holistiques versus des approches globales. Je pense que dans l'entreprise, la globalité est très présente. Et du coup, je me suis dit, pourquoi finalement, ce n'est pas holistique? Je pense que dans le design, et ce qui a pu vous être présenté jusqu'à présent, il y a cette idée de vouloir produire un tout cohérent. Et donc, ça veut aussi dire
de penser les produits, les services, les systèmes que je nommerai après les objets pour ne pas revenir à chaque fois sur toute la déclinaison, et des expériences, parce que je pense comme beaucoup d'entre vous, nous sommes aussi interrogés sur cette question de produire des expériences, donc de produire des nouvelles formes de valeur pour l'entreprise qui dépassent le produit lui-même. La question holistique, finalement, elle vient quelque part questionner. Donc, quand Catherine et puis aussi Aurélien nous disaient que le design interroge l'industrie, ben, par les approches holistiques, finalement, on vient un peu challenger cette vision un peu morcelée que nous avons des produits, des objets et de tout ce que nous produisons en tant qu'industriels. Pour produire, non pas des visions séparées, marketing, commerce, technique, mais de produire quelque chose qui est une valeur d'ensemble, qui va parler à l'ensemble des utilisateurs, usagers, parties prenantes. J'utilise tous ces mots parce que je pense que c'est aussi des mots qui sont un peu dans l'air du temps. Comment on leur parle. Et on ne leur parle pas seulement sur un seul plan, mais sur l'ensemble de ces plans d'un seul coup. Donc, ce que j'ai pu aussi observer par rapport à cette ambition du design dans l'organisation, c'est que cette approche holistique, finalement, c'est un mot, moi, qui est apparu assez barbare au sein de Saint-Gobain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et parler de cela aussi directement, parce que finalement, c'est assez abstrait. Qu'est-ce qui fait encore, après avoir dit qu'on n'aborde pas les choses de manière morcelée, mais dans un tout, on n'a toujours pas répondu à la question du départ que je posais, c'est comment on fait. On ne sait toujours pas comment on fait. Donc, pour moi, il y a un élément qui est assez important, qui est aussi très souvent adressé dans les mardis de l'innovation, qui est cette question de la synthèse créative, du saut. Parce qu'à un moment, il faut intégrer les dimensions. Et ça passe, je pense, par un saut créatif qui demande de convoquer un certain nombre de phénomènes créatifs et aussi une certaine énergie. Et c'est pour ça que cette énergie, le design, il essaye de la porter avec ce regard holistique, avec une énergie de réconciliation. C'est-à-dire que quand on a toutes ces parties qui œuvrent dans l'entreprise, souvent, comme le disait Aurélien, dans des couloirs de course, parce que j'aime pas le terme de silo, il y a vraiment un côté super dur, parce que tout le monde est très productif finalement. Donc on est tous dans des couloirs, et donc finalement, il y a besoin de réconcilier ou de faire se croiser ces couloirs pour obtenir justement cette vision du tout. Bon, je n'ai pas de présentation, mais j'ai quand même pris des notes de choses que j'avais envie de partager avec vous. Donc cette production globale, pourquoi aussi elle est importante, je pense, aujourd'hui, parce qu'on a parlé pas mal finalement de propositions de design finalement assez classiques, et je pense que si les personnes qui ne connaissent pas nos métiers avaient tapé dans Google design, ils auraient pu découvrir assez aisément que le design s'intéresse aux produits, aux systèmes, aux interfaces, aux expériences, aux espaces, au graphisme, etc. Par contre, il y a une chose qu'on ne se dit pas derrière ça et qui a été évoquée un petit peu par Claire, je pense, qui est cette question que le design va travailler les objets, mais aussi va essayer de travailler le rapport que l'on entretient avec ces objets pour produire des conditions de vie ou des conditions de travail ou des conditions du lieu dans lequel on doit agir, où ces objets vont intervenir. Et le design s'intéresse aussi à ce rapport-là. Et ça, je pense qu'en effet, pour compléter ce que disait Claire Lapassa, c'est aussi, je pense, ce qui nous distingue des autres métiers de la conception, et qu'en travaillant justement sur la compréhension du rapport qu'on entretient avec les choses, alors on dézoome de l'objet. On change de plan. Et je pense que derrière les enjeux de la synthèse créative, il y a ça aussi. Il y a cette idée, à un moment, de se décentrer uniquement de la pure production pour se placer sur un plan plus global qui va nous permettre d'avoir ce regard holistique. Ce qui est assez compliqué quand on reste dans son silo, puisqu'on devient plutôt spécialiste de son silo. Et donc ce plan-là, j'avais envie d'en parler avec vous, c'est que dans le design, il y a une production de forme, mais on opère à chaque fois des déplacements, puisque comme ça a été présenté par M. Foulier,
finalement, ces formes adviennent, et puis aussi Catherine nous l'a bien souligné, dans un milieu et dans un contexte. Donc, je pense que le rapport entre l'approche holistique et l'innovation, quand elle est adressée, ce lien est adressé par le design, alors il essaye de requalifier les déplacements nécessaires pour se réinscrire dans la conjoncture et proposer les formes qui sont à propos. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce rapport-là que le designer essaye de produire quand il intervient dans l'innovation. Donc on voit aussi que ce n'est pas sans contrainte, puisque dans l'entreprise, on va aussi avoir une vision de l'innovation et une définition, et que quand l'innovation est définie uniquement comme étant la capacité d'amener une nouveauté sur le marché, moi je l'ai entendu, moi à chaque fois dans les réunions, souvent on me présente cette définition-là pour essayer de se trouver un terrain commun, et bien finalement pour le designer c'est un peu frustrant. Pourquoi ? Parce que dans le design, il n'y a pas que les dimensions technico-économiques qui constituent la valeur de ces objets. Il y a bel et bien aussi des enjeux socio-culturels, puisque, comme je le disais précédemment, il y a un rapport avec les choses qui s'opèrent. Quand on met en place ou qu'on crée un nouveau produit, ça change complètement l'environnement, ça change le rapport. Et je n'aurais pas besoin de citer plein d'exemples, puisqu'on les vit chaque jour. En ce moment, moi, je n'ouvrirai pas le débat sur ChatGPT, mais vous voyez, dès qu'il y a une nouveauté qui arrive, ça fait une onde de choc. Donc ça reconditionne complètement les rapports entre les humains, le rapport à la technologie, ça nous réinterroge, ça nous demande de monter en compétences. C'est énorme, en fait, à chaque fois qu'on innove. Mais pour pouvoir, justement, amener une réponse qui soit acceptable, et je reviendrai plutôt aussi sur des questions d'habitabilité, puisque mon secteur, le secteur dans lequel j'interviens est celui de la construction, eh bien, aujourd'hui, eh bien, il faut les penser aussi, ces impacts d'introduction d'une nouveauté, de les anticiper. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'autour de ces pratiques de design qui nous ont été présentées, on voit aussi se développer des pratiques qui relèvent plus non pas de la formalisation du produit, mais aussi de la production de récits et d'imaginaires, parce que ce sont des plans qui nous sont offerts pour pouvoir articuler justement ces dimensions qui, souvent dans l'organisation, sont un peu dissociées et morcelées. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, s'il est question de parler de l'étape d'après, finalement, elle n'est pas encore dessinée, donc du coup, c'est un peu difficile de présenter des projets. On m'a posé aussi cette question en se disant, à partir du moment où on s'est dit, OK, génial, on va avoir à prendre en compte ces différentes dimensions, il va falloir changer de plan, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous allez encore me dire comment on fait. Parce que tout ça est encore assez complexe et finalement abstrait. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit aussi se dessiner, ce sont des nouvelles manières de pratiquer le design, qui répondent à la fois aux enjeux, moi aussi j'ai perdu, aux enjeux de la complexité de nos sociétés et aussi des enjeux environnementaux. Donc j'introduirai juste ces enjeux, ces questions de transition par la question du design écosystémique ou d'autres approches peut-être que vous aussi, vous êtes en train d'explorer. Il me semble important de pouvoir les regarder, puisqu'en fait, il y a quand même pour l'entreprise une difficulté à devoir gérer en même temps deux régimes de conception, celui qui est lié à l'exploration et puis celui qui est plutôt lié à l'exploitation, et c'est souvent celui qui prévaut. Donc le quotidien, produire, assurer la stabilité du business, la profitabilité à court terme, ça ce sont des choses finalement où le design, dans sa logique du design industriel, finalement c'est très très bien accompagner ces problématiques-là. Par contre, quand il va être question d'aborder les enjeux de l'exploration de manière un peu sécurisée pour l'entreprise, eh bien là, on a sans doute besoin d'autres démarches de design pour accompagner ces questions. Et donc, pour conclure,
je dirais que par rapport à la question qui a été posée, finalement, les approches holistiques, aujourd'hui, elles sont importantes, elles sont vraiment d'actualité, puisque pour adresser les enjeux de la transition écologique, eh bien, il va être nécessaire de requalifier le déplacement que nous allons devoir opérer. La première marche consiste très probablement à avoir des activités qui sont moins impactantes sur l'environnement. Et là, pareil, souvent les entreprises sont suffisamment outillées par rapport, on a parlé, Nancy et Catherine qui parlaient d'éco-conception, etc., les normes, les réglementations. Mais si nous avons durablement envie de transiter dans le secteur, par exemple, du bâtiment, se pose pour nous la question de l'adaptation des bâtiments, de la résilience de ces bâtiments. Et finalement, quand tu faisais référence à l'origine de l'entreprise Saint-Gobain et de la manufacture de verre, aujourd'hui, le design s'autorise à se poser la question de savoir si ces objets que nous avons toujours conçus dans une logique de progrès sont des objets qui peuvent vraiment transitionner. Ont-ils l'ADN intrinsèquement, au-delà de l'impact qu'ils peuvent ou ne pas produire? Sont-ils des objets de la transition? Et donc, du coup, je finirai sur ces mots. Merci. Okay, I'm coming from São Paulo, Brazil, where I have my practice, my studio. So I'm going to do a 10 minutes, 12 minutes presentation with some of the concepts, the research, and some of the obsessions we have at the studio. There we go. Can I do it now? So in the past 15 years, when I founded the studio, one of my biggest obsessions were how this world is going to be reshaped through the use of digital technologies. I'm sure I'm pretty much the first generation of an architect and a designer who was in crisis concerning all the physicality, all the concrete that the architecture needs, concrete, brick, walls, and yet, on the other hand, I'm the first generation that was in touch with my first email account, 1999, my first social networks, technologies in general, and then from there became a big crisis. What's going to happen with the architecture, with the design? So I came up with this notion that the world I want to live, it's this hybrid world. It's a world where I can combine in my projects the digital and the physical to create this mixed reality. And I think we have something very special coming from there. But for me, what matters the most is how can I work with these new technologies in a more humanistic, cozy, comfortable way. So my obsession has been experimenting as a laboratory. How can we use these technologies to invite people to slow down a little bit maybe, to look to each other, to smile, to have a conversation. So I like when I'm beginning my projects and when I invite my students to create a new building or urban planning, I try to say something that I never learned from my professors. I learned so much from them and I'm so proud and I'm so honored to have the amazing professors I had. But I never had a professor in my studies that invited me to think about the starting a project, not only by its function, its flux, its materiality, its shape, but what if also you start a project trying to bring the notion of empathy? So isn't true that a building can invite us to be more empathetic, and a design could also invite us to be more empathetic? So this is my question, and this is what I've been trying to questionate. So the three projects that I'm showing, and the previous one you saw, it's not by me. I'm a lucky guy who has this incredible dream team. And what I learned in the recent years, especially coming from Brazil, is that the more innovative I want to be, it's
urgent to have a diverse team. So when I go to a place talk about innovation, sometimes companies invite me for consultancy or so on. If I go in a place and everybody's white, mostly cisgender people, mostly men, I'm sure that innovation is not going to come from there. Innovation comes at least when you have half and half, women and men. When you have as much color diversity, religion diversity, age diversity. So it's not perfect, but I'm proud of my team. So the studio, we do architecture, urban design. We also do product design. We do communication, so we create TV, shows, podcasts, books. And we do, and this is something I'm very honored to. It was a dream since my studies in my university to found a studio that also could have not only architects, product designers, graphic designers, but also could have people from technology. So now I'm excited because it's been almost 5 years that we founded the Juntos Laboratory, which is the laboratory for studies in empathy, design, and technology. And this is where we have computer scientists, software and hardware programmers, together with architects and together with the rest of the team to create interactive experiments, to work in different scales. So I'm going to show 3 different projects very fast, 3 different scales. So this is a campus. This is my first master plan and big master plan in architecture. So it's supposed to be implemented. It started already in a very special area, like in a big forest. So we had this challenge, how to create this campus as sustainable as possible. So we decided that all the architecture, and since then, it's been 3 years now, that we are not doing buildings in concrete anymore. We just want to create a more sustainable way of building. So all the buildings in this campus and all the new buildings that I'm developing, we are doing with mass timber wood, which is a prefabricated wood that I don't know how many of you guys know, but basically is you have the big wood structure. You spend much more time in the designing process, but then it's almost like sending to a robot arm, a robot machine, a CNC cutting machine, and it cuts all the pieces. So we cannot work anymore doing an architecture that doesn't come from a renewable source, right? So for this architecture, I was investigating again, how can I create an architecture that responds? I'm really intrigued by kinetic architecture, by what I call emotive architecture. So what if we could use sensors in the buildings that can collect emotions, that can collect if I'm paying attention, it can collect where I'm staying, and so collecting this kind of emotional behavior and reshape the architecture itself. So this is the reception, the first building we designed for this campus. So it's composed by these cubes. Each face has a different materiality, as you can see. And then the final result is it's this building that literally celebrates meetings when people are together. So for example, 2 people are passing in front of the building now. They don't see each other for months maybe. And they decided to give a hug or to give hands or to give a kiss. And when this happens, the entire building celebrates. This is the result of the interior. We are working with mobility as well. So the entire campus, it's going to have electric, self-driveless cars. And of course, trying to combine bike and pedestrian, and is a little piece of how a perfect city should be, you know, integrated with green, generating its own lights and power and etc. I'm also very curious about parametric design and algorithm. How can we develop this new kind of shapes in architecture? And since now that we also can produce it with robotic arms, with CNC cutting machine, I'm very curious, how will be this world that is not only made with 90 degrees orthogonal buildings, but how can we reshape it? It's getting more accessible, it's getting cheaper, even
countries in development, like South American countries, we all have now robotic arms, we all have the way to produce. So I'm curious about how can we transform the ordinary into extraordinary. My heart beats like yours. This is a project we did with the help of Intel. Let's see if the video is here. Yes. So this is São Paulo. I don't know if you guys have been there. It's 22 million people. São Paulo is the country, Brazil is the country, unfortunately, that kills the biggest number of LGBTQ community on the planet. We are, unfortunately, the country that kills the biggest number of trans people in the planet. So this is a shame, this is horrible, and we just finally left behind the horrible genocide, the horrible president we had. And that was a really, really tough moment. So what design can tell us about activism? Which kind of social causes or flags that we should hide as designers and architects? So to create this project, I was inspired by the story of the first group of activists that was found in Brazil in 1978 in this square. This is a square in historical downtown in São Paulo. So we used these tubes, these metallic tubes that are usually used underground for urban infrastructure. And I created this hybrid between an art installation and a urban furniture, inviting people to sit. But when they sit, they start listening the audio that I recorded with LGBTQ activists from São Paulo. So I invited them to narrate their personal stories and their stories with activism. And I also recorded their heartbeat. So in my projects, I've been trying to use more and more sensors and biofeedback. So we've been researching and developing and hacking sensors that were usually made on medicine purposes. For example, brainwave activity, heartbeat, sweat. So I'm really curious, how can we use this as a fundamental part of design and architecture? So back to this project, I invited them to narrate their personal stories, collected their heartbeat. So when you're seated in this art piece, in this furniture, you're able to listen to the stories and maybe be engaged with the stories. And you also can literally feel in your body their heartbeat, because we used this speaker that when you attach to a wood or a metal, the entire structure vibrates. So it's a very strong, very sensible feeling. What I love about this project, and I think many of the projects we've been doing in public spaces, is that somehow it's less about the shape, it's less about the object itself, and it's much more about the experience it generates around. It's about how we invite people to use the public spaces as a collective. So I love these pictures made by photographer Ana Mello, that I think it shows the beauty of digital technologies. To me, adding digital technologies in public spaces is a way of adding poetry in the streets. And I think we need more poetry in the streets. I love this picture because it's less about the piece itself, and it's about how people are together on this piece. And as my final project, I'm going to go really slow at my scale now. This is an app, and this is part of a research and another obsession that I've been doing for 10 years now in a project called the Love Project. So basically, I've been inviting people to narrate a big love story of their lives. I plug sensors in their body. I collect the bio data that the body produces, and I use this data as algorithms to shape 3D printed objects. So what is the shape of love? How can I make tangible something that is untangible? What is the process of design when you include emotions? Again, it's less about the shape and it's more about the process. And I've been showing these different projects from Love Project everywhere, and I see people getting really emotional. So this is one of the many projects I did under this umbrella of Love Project. This is the Aura Pendant. So this is an app that you can download. You are invited to come to a comfort room, close your eyes, plug your earplugs, and narrate a big love story of your life. So the app collects the emotional data into your voice and into the heartbeat.
So using these two very simple data, but very powerful, they can tell a lot about how you feel. We create this mandala, this little pendant. Each pendant is unique because the shape literally comes from the emotions. So this is generative design. And it's amazing the feedback we have. People sending emails, crying and saying how they're, psychologists using it as part of their therapy. I also invite people to download, don't need to buy, but download and you can print screen and you can play with the shape. People are getting tattoos with that. People are sending the print screen to people they love and saying, hey, this is the shape of my love for you. And I'm wearing mine. This is my wedding proposal to my husband. So instead of doing a ring, I decided to 3D print our story, and I 3D printed both, and when I proposed to him, I gave the same one to him. So this is the app, and these are examples of the final shape. They never repeat, they're always unique, because they literally were generated by the emotions, by the love. So this is the question, or I would like to invite everybody here to think, if there is a chance of surviving with everything that is happening concerning climate emergency, I would say that the only way of surviving is through technology and added with love. Thank you very much. Bon, bonsoir, donc je m'appelle Rami Fichter, je suis designer, c'est pas très original. Pas non plus très original, je suis de l'ENSI Les Ateliers aussi, et beaucoup d'étudiants de l'ENSI ce soir. Bon, en tout cas, on est fiers en tout cas, de représenter cette profession. Je pense que ce que montre aussi cette soirée, c'est qu'il y a une énorme diversité de façons de voir le design. Il y a une origine commune sur la dimension problématique, en tout cas le fait de problématiser les enjeux de société. Je pense que ça, tout le monde l'a bien incarné ce soir. Après, chacun le fait sans doute d'une façon différente selon ses rencontres, ses affinités, les clients qu'il a rencontrés sur son parcours. Pour ma part, donc j'ai été diplômé en 2004 de l'ENSI. Je suis belge. Je suis venu à Paris pour cette école que j'ai découvert à 14 ans et que j'ai décidé de faire aussitôt. J'ai dû attendre évidemment d'avoir mon bac. J'ai fait une petite partie de ma carrière avec Patrick Jouin. J'ai fait ensuite l'Académie de France à Rome. Et puis j'ai monté mon studio du coup en 2010. J'ai aussi dirigé la direction artistique de l'architecture de Chanel. La question du luxe, on en reparlera peut-être, mais on parle beaucoup d'innovation. Je pense qu'en Europe et essentiellement en France, l'innovation est aussi soutenue beaucoup par le luxe. Aujourd'hui, c'est une entreprise, une industrie en tout cas très très importante pour le design. Et j'ai mon propre studio d'une 40aine de personnes aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un gros studio. On fait autant de projets quasiment de personnes. On a une 40aine de projets en cours. Et la diversité des projets est assez compliquée à vous expliquer en 2 mots. Donc je ne le ferai pas. Je pense que vous pouvez venir le visiter si vous voulez un jour. J'en ai choisi 4 comme ça. Je vais passer très vite. Pour vous dire que souvent le design, c'est pas forcément ce qu'on croit. Alors bon, pour les designers qui sont là, évidemment, ce sera pas très original, mais pour les autres, de vous dire qu'aujourd'hui, on est dans des domaines que même moi, j'aurais pas imaginé, je dirais, être impliqué il y a encore quelques années. Le premier est la réinvention vraiment de l'immobilier. Je pense qu'on a eu une grande crise de l'immobilier. Aujourd'hui, en tout cas à Paris et dans toutes les grandes villes, il y a une vraie problématique de place. Une vraie dualité aussi entre les villes très urbanisées, les mégapoles, et puis ce qu'on appelle malheureusement encore les villes moyennes, qui elles manquent parfois de transport, manquent parfois, je dirais, de dynamisme. Je pense que le design a une grande part de responsabilité aujourd'hui dans la dynamique des villes et notamment des immeubles, ce qu'on appelle les immeubles mixtes, qui peuvent s'adapter à l'évolution du temps, à l'évolution des usages. Et on est très impliqué dans ces problématiques aujourd'hui aux côtés des villes et des promoteurs immobiliers.
On est aussi dans le produit, je le suis moi personnellement très peu, à part dans les sujets de bien-être et les sujets sanitaires qui m'intéressent. Ici, un produit que j'ai mis un peu en clin d'œil aussi, parce qu'il a obtenu le Janus quelques années, qui est un purificateur d'air. Voilà, le design peut aussi aider parfois à mettre sur le marché des produits qui aident des causes invisibles. Aujourd'hui, on meurt plus de la pollution que de l'alcool en France et même dans le monde. L'air est 8 fois plus pollué à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur. C'est parfois difficile à comprendre parce que la pollution, elle ne se voit pas. Et je pense que le design doit aussi venir parfois accompagner ces évolutions de mentalité, c'est-à-dire de comprendre que parfois des dangers sanitaires sont à régler dans le monde de l'entreprise et parfois ils ne se voient pas et donc il faut les rendre visibles. Les rendre pédagogiquement aussi accessibles au grand public. Donc ce n'est pas uniquement que la forme, c'est aussi comment accompagner des entreprises qui portent l'innovation, mais qui ont parfois du mal à les porter au grand public. On est très impliqué dans le monde de l'école, on est très impliqué dans le monde du travail, mais le monde du travail commence à l'école. De plus en plus, les entreprises deviennent des écoles et les écoles deviennent des entreprises. Et du coup, les enjeux, les valeurs que sont évidemment les enjeux écologiques rentrent aussi au sein de l'école. Ils ont énormément de retard, et notamment en France. Shift Project a fait une grande analyse sur la question de l'enseignement supérieur. Puisque je suis dans une école, j'en parle 2 minutes, mais c'est vrai qu'il y a un grand enjeu à transformer la pédagogie et les étudiants vers une nouvelle dimension plus écologique. Et là, en l'occurrence, on travaille avec Audencey, qui est une école clairement autour de l'économie managériale, mais qui se positionne pour aussi évoluer vers le management plus écologique. Qu'est-ce que peut apporter la finance à l'écologie et comment des étudiants peuvent aussi participer dès leur enseignement préliminaire à cette transformation, ce qui n'est vraiment pas évident. Et donc l'idée est de créer des écoles dédiées à ça. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le design peut être aussi dans une dimension plus programmatique des usages des écoles de demain. Bon voilà, quelques images un peu plus plastiques, plus esthétiques aussi, parce qu'évidemment, tous nos projets doivent aussi finir par être dessinés, doivent séduire, doivent être beaux, évidemment. Quand on est appelé pour faire des immeubles de bureaux, là en l'occurrence c'est le siège de l'ARS qui se trouve à Saint-Denis, on a décidé de faire tout le mobilier en terre crue. Donc la terre crue, c'est un matériau, évidemment, on marche dessus, mais on a eu du mal à imaginer que c'est un matériau d'innovation. Et pourtant, je pense que le progrès passera aussi par ces matériaux qu'on peut prendre directement sur le chantier, puisque aujourd'hui on parle du Grand Paris, c'est quand même des milliers de chantiers. Et les filières en fait, de réemploi ou de matières biosourcées, c'est un enjeu majeur. La terre est souvent sale, il faut la recycler. Et donc, on pense que l'avenir viendra aussi à travers les designers qui pourront utiliser ces matériaux extrêmement nobles pour finalement aménager tous ces bureaux, ces gares qui sont en construction, ce qui a été le cas là, puisqu'en fait on a produit tout le mobilier des étages partagés avec la matière du chantier lui-même et en valorisant du coup aussi des artisans qui n'avaient pas depuis longtemps, voire jamais, intégré des chantiers de grande ampleur du Grand Paris. C'est en train de changer à l'échelle de l'architecture, il faut que ça change aussi à l'échelle de la décoration et du mobilier. Et enfin, un projet aussi passionnant qui est la question de la transformation de la rue. Comme vous le savez, on accueille les Jeux Olympiques en 2024. Il va y avoir énormément de transformations dans la ville. Pas forcément toujours les meilleurs pour les Parisiens qui sont pas, je dirais, les plus toujours ouverts à des évolutions qui, et à juste titre, ne profitent pas forcément aux citoyens. Je pense que la ville est déjà très dense et on va accueillir des millions de personnes. On fait beaucoup d'infrastructures qui parfois pourraient être plutôt dédiées à la renaturation. Donc évidemment que ça pose question. Le design a aussi à sa place dans ces questions-là, dans le design de la ville, pas que pour dessiner des bancs publics ou des luminaires, mais aussi pour réfléchir à cette complexité qu'est la rue, qui depuis Haussmann n'a pas beaucoup changé, avec des infrastructures extrêmement complexes à modifier,
évidemment le métro souterrain qui déjà occupe énormément d'espace, mais tous les réseaux, plus des enjeux de préfecture, d'ABF, de mairie, d'Élysée, enfin tout se mélange dans une ville comme Paris, et le design est, je dirais, à la bonne échelle, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'architecture, aujourd'hui je dirais qu'il faut évidemment construire moins, à l'échelle du design, il faut produire des objets qui finalement répondent aux enjeux de demain. Vous savez peut-être qu'à Paris on travaille sur le PLU bioclimatique, on transforme, on veut débitumer la ville, on veut renaturer, c'est-à-dire planter pleine terre. Donc où est la part du design dans ces grands enjeux? Voilà. En ce moment, on travaille sur les Champs-Élysées. C'est sans doute une avenue qui n'est pas représentative du quotidien de tous les Français. Mais comme souvent, il faut des endroits où il y a des moyens pour développer ce qu'on appelle des POC, ou en tout cas des prototypes de ce que pourraient devenir les aménagements de toutes les grandes artères et des rues parisiennes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la ville de Paris en développant la question des terrasses. Alors terrasses, c'est génial parce que c'est vraiment le mobilier urbain le plus grand de la rue, et il concentre tout, les énergies, les services commerciaux et aussi sociaux, puisqu'on peut s'y rencontrer quand les restaurants sont fermés, les utiliser pour d'autres services. Et donc, on travaille à tout cela en ce moment. Voilà, 4 exemples pour vous dire que finalement, j'ai du mal aujourd'hui à définir évidemment mon métier, parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps et qu'on travaille dans l'urgence. Je sais pas, je pense que... Je regarde les prénoms, je crois que c'est Florent qui disait tout à l'heure que le futur était maintenant à travers une formule de Camus. Je pense que ça, c'est bien beau, mais je pense que c'est plutôt nous qui héritons de cette situation. La prospective et l'innovation, aujourd'hui, elle est urgente parce que nos ancêtres, designers ou pas, n'ont peut-être pas si bien pensé que ça le futur. Peut-être qu'à travers votre exposé, notamment, on a vu que le design... en France en tout cas et en Europe, a été très fonctionnel, très industriel, très mono-objet. On a fait des très belles choses, mais on n'a peut-être pas pensé trop en système, on n'a peut-être pas assez pensé le sens du futur, de ce qu'on laissait à la société. Et nous, on hérite finalement d'un monde dans lequel on ne pourra plus penser comme ça. Chacun ne pourra pas faire juste ses objets pour son entreprise, pour sa marque. On doit penser collectivement, on doit donner du sens. Et aujourd'hui, notre métier, et c'est une chance, je pense, mais c'est une énorme responsabilité, souvent, c'est la responsabilité du sens de ce qu'on fait dans un travail collectif qui nous dépasse. Une image ici qui représente, je pense, un peu tous les thèmes qu'on aborde à travers notre travail, avec des curseurs, évidemment, qui ne sont pas forcément à la même hauteur pour toutes les entreprises ou toutes les marques avec lesquelles nous travaillons. Et puis, faire récit... pour ceux qui connaissent un peu mon travail, ça fait un petit bout de temps que je suis obnubilé par cette question. Peut-être parce que je suis belge, je vis en France depuis 20 ans et je pense que mon métier se construit aussi à travers la critique de mon travail et de celle des autres. Je ne me gêne pas en général. Et je pense qu'il faut être critique par rapport à la façon dont on a pensé la société et le design juste en France, puisqu'on a beaucoup parlé de la France, beaucoup de vos exemples étaient français, hormis le dernier, et heureusement c'était bien d'avoir aussi un Brésilien parmi nous, mais c'est vrai que l'histoire du design était très française, et je pense qu'elle a peut-être manqué ces dernières décennies de penser les grands récits. D'autres civilisations occidentales l'ont pensé, je pense, beaucoup mieux que nous. Je pense que vous avez étudié la question des expositions universelles. Il est passionnant. Moi aussi, en fait, à travers une exposition, il y a quelques années, j'ai réfléchi à la question de la fiction dans notre métier. Et je me suis rendu compte que mon exposition, et pas que moi, d'ailleurs beaucoup de visiteurs, puisque cette expo a été présentée essentiellement en France, était très tournée vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis. Beaucoup d'Européens sont partis à cause de la guerre en France et ailleurs en Europe, mais aussi au début du XXe siècle aux États-Unis. Donc c'est beaucoup d'Européens qui ont participé à créer ces grands récits, mais je pense qu'en Europe, on est un peu passé à côté. Et je voulais juste en parler 2 minutes parce que je crois que l'enjeu de demain, c'est de construire des récits européens
qui sont peut-être plus en accord avec notre époque. Mais pour ça, il faut savoir comment ont été construits ces récits, et que le design n'a pas été que dans le monde de l'entreprise, dans le monde des objets, dans le monde de l'industrie, mais aussi aux côtés de grandes dynamiques industrielles qui, aux États-Unis, n'ont pas pensé le design ou la fabrication des objets de manière monofonctionnelle, mais à travers des énormes écosystèmes, des énormes visions qui, pour le meilleur comme pour le pire, hein, puisqu'on en hérite aujourd'hui, ont pensé le monde de demain. Ici, une exposition incroyable qui s'appelait Futurama en 1939, là où nous étions rentrés en guerre. L'industrie automobile créait sans doute la plus grande exposition dédiée au monde de demain. On recevait un petit pins pour signaler qu'on y était. Ça, c'est juste l'échelle du bâtiment, hein, qui a accueilli plusieurs millions de visiteurs et qui clairement montrait aux Américains et au monde entier, puisque cette exposition aussi a été itinérante, ce que sera le monde de demain, la ville de demain, et de manière totalement écosystémique. C'est-à-dire que l'objectif était de vendre évidemment des voitures à essence, ce qui a évidemment tué un autre grand imaginaire qui était plutôt celui des transports électriques, très très présents aux États-Unis à la même époque, mais qui ont freiné face à l'émergence de cet énorme imaginaire collectif qui était celui de l'automobile individuelle. Cet imaginaire était si puissant qu'il a vraiment transcendé toutes les classes sociales pour devenir la norme. La métallurgie américaine a fait pareil. Aux États-Unis, on ne vendait pas du métal pour dire que le métal c'était bien, on vendait le monde qui était fait en métal. Et à travers ce monde, on vendait l'agriculture intensive, évidemment l'automobile, la conquête spatiale. C'est-à-dire que là où nous, parfois, on était peut-être encore à vendre des objets et des fonctions, de l'autre côté de l'Atlantique, on vendait des mondes. Et ces mondes, on les a hérités en Europe aussi. On les a sans doute subis à travers peut-être je dirais la résurgence aussi d'univers qui sont beaucoup infiltrés dans le cinéma, dans la science-fiction. On a tendance à croire qu'un personnage comme Kubrick a inventé le monde de demain à travers ses films. Je pense que c'est extrêmement d'actualité quand on pense que finalement, même si personne n'a rien compris à 2001 quand c'est sorti, en réalité, ça parlait de quoi ? De ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de plus aujourd'hui récent, mais je pense que ce n'est pas tant la forme des objets de Paulin ou d'autres qui étaient dans les vaisseaux spatiaux qui est intéressant. C'est comment le design faisait système d'un monde qui allait devenir notre réalité. Ce n'est pas un réalisateur qui a pensé ça. C'est une équipe de personnes qui, en même moment, étaient à Hollywood et à la NASA et dans l'industrie américaine et qui travaillaient ensemble à penser ces mondes-là. Alors, je ne les idéalise pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en sortir, mais il faut comprendre que les imaginaires, ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas des contes de fées, ce sont des systèmes extrêmement construits qui mélangent la politique, la science, les sciences politiques aussi, l'ingénierie, l'innovation, la technologie et la création. Et ce n'est qu'en travaillant tous ensemble qu'on pourra sans doute répondre à ces questions que se pose aujourd'hui la littérature, la philosophie, la sociologie. Comment recréer des nouveaux imaginaires ? On parle tout le temps de panne des imaginaires, même la politique s'est emparée de cette question-là, mais il ne faut pas que ça reste, je dirais, il ne faut pas effleurer le sujet, il faut être conscient que notre métier, et je pense beaucoup de gens dans la salle, dans l'industrie, dans les sciences sociales, que les imaginaires, c'est un investissement qui nous dépasse tous. C'est un investissement collectif, politique, qui coûte très cher, puisqu'il s'agit de défendre, et aujourd'hui encore plus qu'avant, des nouveaux modèles de société qui doivent être désirables. Ce qui a marché, en fait, dans la première partie de notre XXe siècle, c'est que ces imaginaires ont permis de sauver une société en péril, avec des crises économiques, des grandes guerres. Et aujourd'hui, on s'y accroche parce qu'on n'en a pas d'autres. Les imaginaires, en fait, qu'on devrait réinventer sont faibles. Les imaginaires du vivant, du commun, sont des imaginaires qui ne font pas rêver. Donc voilà, la grande, je dirais,
espérance qu'on a, je pense, tous collectivement à réaliser, c'est sans doute de participer tous ensemble à créer des imaginaires désirables, mais ne pas les penser uniquement de façon narrative, mais de les penser de façon systémique aussi, avec tous les acteurs aujourd'hui de l'industrie, de la politique, de l'investissement privé ou public. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est des sujets un peu vertigineux et je pense que j'aurais du mal à aller plus loin, mais je vous invite à aller sur mon site internet qui s'appelle sciencefiction.org et venir participer à ces nouveaux récits. On a commencé à en construire certains et beaucoup d'autres sont à inventer avec vous tous. Voilà. Merci beaucoup.